Conakry, le 25 avril 2019. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention et bienvenue dans cette édition dont voici le sommaire. De l'eau potable pour les habitants de Conakry, le gouvernement japonais investit plus de 13 milliards de francs guinéens dans la réhabilitation des équipements et installations de production de la l'acide. La 6e édition du symposium Mine Guinée, l'événement attire de nombreux professionnels des stands de la CBG, GAC et SMB font la convoitise à cause de leur performance. Au sommaire encore, fini la 11e édition des 72 heures du livre à Conakry. L'événement est marqué par la dédicace de plusieurs ouvrages, dont celui de Boubacar Yassine Diallo intitulé « La Guinée en quête de rupture ». Mesdames et messieurs, bonsoir. Le président de la République réaffirme son attachement à la promotion des femmes à des postes de décision et à l'autonomisation des jeunes à travers des groupements d'intérêt économique. Il l'a dit au cours du Conseil ordinaire des ministres tenu ce jeudi sous sa présidence. Bernard Tanguilo. La promotion des femmes dans l'administration publique, la préservation des domaines de l'État, l'autonomisation des jeunes sont les principales questions sur lesquelles le chef de l'État interpelle de nouveau le gouvernement. À la rencontre ordinaire des ministres ce jeudi, professeur Alpha Condé a montré tout l'intérêt qu'il porte pour la femme, les jeunes et le patrimoine foncier de l'État. Au titre du premier point de l'ordre du jour, le président de la République a reconfirmé ses instructions relatives à la promotion des femmes dans la nomination des cadres au niveau des cabinets ministériels conformément au programme de féminisation et de rajeunissement des effectifs de la fonction publique guinéenne. Le chef de l'État a également exprimé sa préoccupation par rapport aux actes de maltraitance rapportés par la presse au sujet de citoyennes guinéennes expatriées au Koweït. Il a invité le ministre des Affaires étrangères à suivre de très près ce dossier à travers le personnel diplomatique de l'ambassade de Guinée au Koweït et à envisager, le cas échéant, les mesures nécessaires pour le rapatriement volontaire des personnes affectées par ce drame. Dans le même cadre, Monsieur le Président de la République a instruit les services concernés à initier les investigations nécessaires en vue d'identifier et de démanteler les filières clandestines alimentant cette immigration illégale. Le chef de l'État a demandé que la mission des brigades urbaines motorisées, nouvellement créées, soit facilitée afin de leur permettre d'effectuer un contrôle strict et régulier de l'occupation des domaines publics ou autres espaces réservés. Le président de la République a évoqué les dispositions légales et réglementaires qui s'appliquent aux personnes faisant l'objet de déguerpissement pour cause d'utilité publique ou pour occupation anarchique de domaines publics. Il a rappelé que seules les personnes titulaires de titres fonciers dûment authentifiés ont droit à une indemnisation de la part de l'État. Le chef de l'État a instruit le gouvernement à encourager et à promouvoir la création de groupements d'intérêt économique, GIE, par les jeunes, afin de leur ouvrir l'accès aux financements innovants qui leur sont dédiés, notamment dans l'acquisition de barques de pêche et de boulangeries containerisées et autres biens d'équipement. La création des fonds d'appui à la promotion du gaz butane, la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse, l'organisation à Conakry de l'atelier des femmes de la pêche artisanale de l'Afrique et de l'océan Indien et les préparatifs de la conférence diplomatique internationale à Conakry sont entre autres sujets abordés par le Conseil des ministres. Le ministre de l'Information et de la Communication a rappelé que depuis 1993, l'Assemblée générale des Nations unies a consacré le 3 mai de chaque année à la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cette occasion est mise à profit pour célébrer les principes fondateurs de la liberté de la presse, évaluer la liberté de la presse à travers le monde, défendre l'indépendance des médias et rendre hommage aux journalistes qui ont perdu la vie dans l'exercice de leurs activités. Le thème de cette année est le rôle des médias dans les élections et la démocratie. Le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger a rappelé que la conférence est prévue du 29 avril au 3 mai 2019 autour du thème « La diplomatie au service de l'émergence de la Guinée ». Le ministre a fait un rapport d'étape succinct sur les démarches entreprises et réalisées
et celle en cours de finalisation avant la conférence. Le ministre a indiqué que l'objectif visé par cette conférence est de susciter des échanges fructueux entre les ministres et ambassadeurs en vue d'identifier et définir les objectifs précis dans le cadre des efforts visant à réorienter la diplomatie guinéenne vers les objectifs de développement. Au titre des questions diverses, la ministre du Plan et du Développement économique a fait le compte-rendu de la mission guinéenne aux assemblées annuelles du FMI et du groupe de la Banque mondiale. Mission qui a enregistré plusieurs accords de financement. Côté religion, le calendrier officiel des inscriptions au compte du Hajj 2019 a été décliné par le secrétaire général des affaires religieuses. La période d'inscription s'étend du 17 avril au 24 juin 2019, soit 2 mois, 6 jours. Audience au palais Sékou-Touré. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu mercredi le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères. Il était porteur d'un message de son président. En seconde audience, une délégation de Lions Club est venue féliciter le chef de l'État pour son soutien à cette organisation humanitaire. Abdul Karim Condé. L'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordée au ministre sierra-léonais des Affaires étrangères était axée sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. La raison de sa visite aujourd'hui pour voir le président Alpha Condé est qu'il est porteur d'un message. Il est là en tant que porteur de message du président Madabio pour réaffirmer le soutien à la Guinée et pour le renforcement des relations entre nos deux États, pour réitérer que nos deux peuples n'en font qu'un. Et ils ont aussi discuté de la nécessité de la mise en place d'une commission mixte permanente qui sera là pour discuter des problèmes qui pourraient subvenir et comment renforcer nos liens aussi bien économiques, culturels que sportifs. Et sans oublier que nos deux États ont une relation particulière. Et cette commission aussi permettra de s'assurer qu'il y ait la paix, qu'il y ait la stabilité, qu'il y ait la prospérité pour nos deux États. Et ça ne pourra que nous permettre d'aller de l'avant au niveau de la coopération entre nos deux États. Le chef de l'État a également reçu en audience la délégation de Lions Club. Nous sommes venus d'abord remercier le président de la République pour avoir accepté que notre manifestation soit placée sous son haut patronage. Nous recevons dans quelques jours, du 1er au 5 mai, les lions venus de 21 pays pour la convention du multidistrict 403. C'est une communion de tous les lions de Guinée avec leurs homologues qui arrivent de 21 pays. C'est la première fois que la Guinée organise cet événement. La Guinée, premier pays de l'Afrique de l'Ouest qui a connu le Lions Club en 1954. Et c'est la première fois aussi qu'une femme va être élue gouverneur du district 403A1 à ma personne. Et ce district compte 8 pays. Dans l'actualité encore, le Japon poursuit son appui en direction de la SEGRE, Société des eaux de Guinée. À travers la JICA, le gouvernement nippon a inauguré mercredi le projet d'aménagement des stations de pompage et des forages de Kobaya et Kakimbo. L'action vise à fournir plus d'eau potable aux populations de Conakry. Nabi Kamara fait le point. Les deux stations de pompage et des forages de Kakimbo et Kobaya sont les deux bénéficiaires de ce projet. Il a permis de réhabiliter 12 électropompes immergées, 6 électropompes de reprise, les groupes électrogènes et les installations de ces deux sites. Ces nouveaux équipements vont sans doute contribuer à l'amélioration de la desserte en eau potable dans la commune de Ratouma. Il s'agit d'un projet d'infrastructure qui améliore les conditions de la vie et directe des habitants de Conakry en leur fournissant un approvisionnement en eau renforcé. Ainsi, avec ces réalisations, le débit d'eau a pu être augmenté de 38%, peut passer à 6 000 m3 par jour. Les autorités guinéennes se félicitent de la qualité du partenariat entre la SEG et la JICA qui vient renforcer la capacité de production et la qualité de l'eau destinée aux populations de Conakry.
Pour elle, c'est une fierté. Un grand sentiment de fierté. Fier que les populations guinéennes bénéficient d'ouvrages extraordinaires. C'est Dieu merci. Nous bénéficions d'un important lot de matériel permettant d'assurer le pompage plus de 6 000 m3 par jour qui va améliorer la fourniture d'eau potable à Conakry. On ne peut que s'en réjouir. Et remercier le donateur qui est le peuple du Japon à travers l'agence japonaise de coopération internationale. En plus des équipements techniques, la JICA a mis à la disposition de la SEG des citernes à eau et réhabilité les lignes électriques des deux stations Kakimbo et Kobaya. Le coût total du projet est de 1 290 000 €, soit 13 500 millions de francs guinéens. Un financement assuré par le gouvernement japonais. Économie. Une mission du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale séjourne à Conakry depuis 48 heures. Objectif, procéder à la revue du programme de facilité élargie de crédit 2018-2020. Boubacar Ba. C'est une mission conjointe de 6 membres et de filières variées qui est venue procéder à la 3e revue de notre programme de facilité élargie de crédit convenu de commun accord avec les autorités du Fonds monétaire et de la Banque mondiale avec notre pays. Après les premiers entretiens formels avec les ministres en charge des finances, du budget et du plan, les experts de Bretton Woods se sont rendus à la Banque centrale pour apprécier de près l'évolution des agrégats monétaires au 31 mars dernier en vue de jeter un regard sur l'avenir. Sur les 27 points du questionnaire préalable envoyé aux autorités guinéennes par la mission, 95% des éléments ont été répondus par le département et 100% par la Banque centrale, dont l'objectif principal est de maintenir le taux d'inflation à un chiffre, renforcer et stabiliser le taux de change, mobiliser les réserves de change pour 3 mois d'importation ou plus et renforcer la gestion des liquidités. Tous les critères du programme en matière monétaire qui étaient du ressort de la Banque centrale ont été réalisés. Qu'il s'agisse de l'endettement du Trésor auprès de la Banque centrale, qu'il s'agisse de l'accumulation des réserves de la Banque centrale en termes de mois d'importation, qu'il s'agisse des avoirs intérieurs nets de la Banque centrale, qu'il s'agisse de la plupart des réformes structurelles, ces objectifs du programme ont été atteints. Côté Fonds monétaire, tout se passe comme prévu. On a eu l'occasion de discuter avec Monsieur le ministre des Finances, Monsieur le ministre du Budget et Madame le ministre. On a eu l'occasion véritablement de se focaliser sur les réformes très importantes que la Guinée est en train de mettre en place concernant la mobilisation des revenus et aussi l'augmentation des investissements, un projet notamment en infrastructure. Et surtout aussi les objectifs de rendre la gestion des projets et des finances publiques encore plus efficace et transparente. Au siège du comité de suivi du programme, la mission s'est entretenue avec l'administration fiscale et douanière et la direction du budget sur la problématique des recettes et des dépenses à fin décembre 2018 et l'évolution de ces résultats au 31 mars dernier. De l'analyse de la situation, les dépenses liées au salaire, au paiement de la dette extérieure, aux actions de souveraineté et de l'énergie restent les priorités. Dans le même registre, la revue de la performance du groupe de la BAD vient de se tenir à Conakry. L'exercice a consisté à présenter les forces et faiblesses des programmes et projets financés par la Banque africaine de développement. Plusieurs recommandations ont été formulées à l'issue des travaux. Mamadi Gassama. En sa qualité de partenaire au développement, la Banque africaine de développement intervient en Guinée depuis 1974. De cette période à nos jours, elle a investi 1,14 milliard de dollars pour la réalisation de plusieurs projets de développement à travers le pays. Après la phase de mise en œuvre, l'heure est à l'évaluation des performances du portefeuille alloué à la Guinée pendant la période 2007-2018. La revue synthétique permet de montrer aux yeux des différents acteurs du développement que la Guinée a pu réaliser des résultats conséquents avec non seulement l'appui de la banque, mais aussi avec l'appui des autres bailleurs. Parce qu'un élément important de cette revue, c'est de montrer la contribution de la BAD. Il est vrai que ce résultat n'est pas le fait uniquement de la Banque africaine de développement, mais la BAD a eu à contribuer à cela. Et on montre le niveau de contribution de la BAD. En dépit des progrès réalisés dans les secteurs énergétiques, routiers, agricoles et dans le domaine de la gouvernance, des problèmes subsistent, notamment dans la passation des marchés, le démarrage des travaux, le retard dans la justification des dépenses.
Pour rectifier le tir, les acteurs impliqués dans le processus sollicitent le renforcement de capacités des cadres en vue d'une meilleure maîtrise des règles et procédures d'élaboration des projets et programmes. C'est une occasion pour nous, les Guinéens, d'échanger avec nos partenaires, plus précisément la Banque africaine de développement, sur ce qui a été fait dans le cadre de l'accompagnement de la banque, accompagnement bien sûr financier, mais aussi technique, et pour que nous constations ensemble qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça soit encore mieux. À date, 109 opérations ont été financées par la BAD en Guinée. Les prochaines années, elle entend investir plus de 350 millions de dollars dans le nouveau document de stratégie pays pour la période 2018-2022. La Banque centrale de la République de Guinée vient de procéder à une campagne de collecte de données chiffrées des entreprises de la place. La démarche est de faciliter un meilleur suivi des activités économiques en vue de produire des statistiques fiables. Une rencontre vient de se tenir à cet effet à la BCRG. Mabadi Terna Kamisoko a suivi la rencontre. En Guinée, l'activité économique est florissante. Une présence massive des sociétés et entreprises qui accompagnent l'État à atteindre ses objectifs de développement est observée. Mais fort malheureusement, des difficultés sont rencontrées dans la collaboration, notamment en termes de collecte des données fiables sur les chiffres d'affaires des entreprises. Pour harmoniser les différentes positions, la Banque centrale de la République de Guinée échange avec les opérateurs du secteur privé. Nous essayons d'intégrer un nouvel indice dans la note de conjoncture qui vient enrichir les outils que nous utilisons dans la mesure de la conjoncture. Cet indice, c'est l'ICA et la source de données, on l'obtient auprès des entreprises. L'élaboration d'un indice du chiffre d'affaires permet à la Banque centrale de produire une note trimestrielle dans le but de faciliter le suivi des activités économiques dans le pays. On a exprimé nos préoccupations qui étaient qu'on appartenait à un secteur télécommunications et ce secteur aujourd'hui est très organisé via son organe de régulation qui collecte déjà un ensemble d'informations liées au chiffre d'affaires. C'est pourquoi on a exprimé à la BCRG notre préoccupation d'un doublon de collecte de ces données-là, qu'ils pouvaient vraiment s'approcher de l'organe de régulation pour voir comment organiser mieux cette collecte, sachant que ce sont des données aujourd'hui que nous remontons auprès de notre organe de régulation. Cette collecte de données constitue une étape très importante pour la suite du processus, car c'est elle qui détermine non seulement l'élaboration de l'indice, mais aussi sa qualité. Il faut rappeler que le chiffre d'affaires est le montant de vente des produits et services liés aux activités ordinaires d'une entreprise au cours d'une période donnée. Avec le lancement de la campagne de collecte des chiffres d'affaires, la Banque centrale sera en mesure de mettre à la disposition du public et de l'Institut national de la statistique des données fiables dans un pays où la culture de la statistique n'est pas trop développée. Dans l'actualité encore, éliminer les dysfonctionnements au niveau des échanges transfrontaliers, c'est l'ambition que se fixe la CEDEAO. Pour ce faire, l'institution échange avec le secteur privé guinéen autour des accords portant sur la facilitation des échanges de l'Organisation mondiale du commerce dans l'espace CEDEAO. Un guide est en élaboration dans ce sens, Al-Gassimba. Le respect de la réglementation en matière de circulation des personnes et de leurs biens dans l'espace CEDEAO est un long fleuve agité. En dépit des accords, plusieurs produits et marchandises échappent encore au contrôle au niveau des frontières. À Conakry, il est question de resserrer les mailles du filet par des textes actualisés et complets. Ça va faciliter les échanges commerciaux, ça va augmenter le flux des échanges, ça va réduire les coûts des transactions commerciales, ça va augmenter les bénéfices du secteur privé. Parce que quand les coûts de transactions sont réduits, il va de soi que les bénéfices augmentent. Cette rencontre de 2 jours est un espace d'échange d'expériences des experts du commerce et de l'économie. L'importance de cet atelier est multiple. C'est d'abord pour aider les opérateurs économiques guinéens et étrangers qui vivent non seulement en Guinée, mais aussi pour nous permettre aujourd'hui de familiariser avec ce texte
pour pouvoir être opérationnel non seulement en Guinée, mais aussi au niveau de la sous-région. La CEDEAO, visant l'intégration régionale et le développement socio-économique des pays membres, ne peut que les aider à adopter les outils et les réformes pouvant les permettre d'améliorer leur environnement et de faciliter l'atteinte des objectifs. Après ce forum consacré aux avantages liés aux accords de libre-échange de l'Organisation mondiale du commerce, ces cadres vont vulgariser à leur tour les connaissances acquises afin de toucher un grand nombre d'opérateurs du secteur privé. Les mines guinéennes continuent d'attirer et séduire les investisseurs. Les stands des sociétés minières ne désemplissent pas. C'est le cas de la société la CBG, GAC et SMB qui mobilisent plus de visiteurs. Ces trois sociétés réalisent aujourd'hui d'importants projets d'exploitation de la bauxite. Valérie Talimanet signe le reportage. Un tour dans les stands suffit pour comprendre l'ampleur des programmes et projets des sociétés minières présentes à ce 6e symposium sur les mines en Guinée. Depuis hier, les stands constituent une attraction. Des visiteurs qui cherchent à nouer de partenariats ou à comprendre l'évolution des projets. La CBG, GAC et la société minière de Bokeh veulent révolutionner le secteur à travers d'importants projets exécutés et en cours d'exécution sur le terrain. Nous sommes en train de construire un grand projet d'augmentation de capacité de production. Nous passons de 15 millions à 17 millions 500 à une première phase. Ensuite, nous irons à 23 millions 500 dans une deuxième phase. Donc, à côté de ça, nous avons le développement même minier de Sangaredi où il y a un projet de relocalisation du village, d'augmentation de performance de la mine. Cet esprit d'évolution touche également d'autres sociétés comme la SMB qui élargit le champ d'action de ces opérations. Au-delà de l'exploitation de la mine de bauxite, un autre projet intégré mine chemin de fer et raffinerie est en cours de réalisation à Télimélé et à Bofa. Comme la SMB, la société Guinea Alumina Corporation est dans la même dynamique. Aujourd'hui, elle s'achemine vers la phase de production et d'exportation de son minerai. Où on veut aller? On veut utiliser cette partie où on est en train de produire et d'exporter pour pouvoir aider la Guinée aussi. Voilà, donc parlons de contenu local, parlons de renforcement de capacité, en passant par le transfert de compétences et le transfert de connaissances, en s'assurant que nous soutenons les communautés à travers les activités génératrices de revenus et aussi à travers la construction d'écoles, d'hôpitaux pour vraiment à court et à long terme améliorer leurs conditions de vie. De grandes opérations qui devront permettre au pays de connaître un vrai développement de son secteur extractif. Une volonté d'entretenir une synergie d'action est affichée pour cela. L'interconnexion du chemin de fer de la CBG avec les projets Diandian et GAC est l'illustration de cette affiliation mine et infrastructure pour promouvoir un développement intégré et durable au profit de la Guinée. Voilà justement, à propos de la 6e édition du Symposium Mini-Guinée, nous recevons en direct dans ce journal le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée. Monsieur Traoré Suleiman, bonsoir. Bonsoir Monsieur Souma. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation. Le Symposium Mini-Guinée mobilise aujourd'hui plus de 600 délégués venus de par le monde. Quels sont les enjeux de ce plus grand rendez-vous minier de la sous-région? Oui, Monsieur Souma, comme vous le savez, on est à la 6e édition de ce Symposium Mine de Guinée. C'est le plus grand événement de l'Afrique de l'Ouest en matière minière. Donc ce symposium est une plateforme d'échange qui a pour première vocation d'accroître l'attractivité de la Guinée. Vous savez quand même qu'il y a un boom minier dans le pays depuis 2011 maintenant avec les réformes qu'il y a eu dans le secteur. Donc c'est une occasion, c'est une plateforme d'échange, c'est une occasion pour les acteurs du secteur de se pencher sur les avancées accomplies depuis, de pencher aussi
échanger sur les problématiques du secteur, parce qu'il y en a quand même, et puis de venir avec des propositions de solutions les plus idoines. Donc ça, c'est vraiment les deux objectifs de ce symposium. Très bien. Et 3 sociétés, dont la vôtre, sponsorisent cet événement. Aujourd'hui, où en sommes-nous avec les projets déjà entamés sur le terrain? Voilà. Donc, comme vous le savez, la CBG, on a beaucoup de projets actuellement depuis 2016, fin 2016, on a beaucoup de projets. Le plus gros, c'est notre projet d'extension de capacité, dont l'objectif est de porter la capacité de production et d'exportation de la CBG de 13,5 millions de tonnes à 18,5 millions de tonnes, soit une augmentation. Ce projet-là a nécessité un investissement de plus de 750 millions de dollars en coût global. Oui. Aujourd'hui, on est très avancé, on est presque en train de finir. Nous sommes à une phase qu'on appelle aujourd'hui communément dans le jargon minier le commissioning, c'est-à-dire que les équipements ont été construits, ils ont été livrés. Maintenant, on est en train de les tester. Les premiers tests ont été concluants. Maintenant, nous travaillons à monter les équipements à leur capacité prévue. Mais il y a aussi le projet d'interconnexion ferroviaire. Effectivement, je disais que le projet le plus important, c'était notre projet d'extension. Le second projet, qui est une innovation, il faut le dire, je dirais peut-être après pourquoi, si on a le temps, c'est le projet de partage du chemin de fer avec d'autres acteurs miniers. Vous n'êtes pas sans savoir que la CBG opère dans la zone depuis 1973. Elle utilise un chemin de fer pour acheminer la bauxite de la mine de Sangaredi au port de Kamsar. Donc jusqu'en 2015, ce chemin de fer était exclusivement utilisé par la CBG. L'innovation a été d'amener les acteurs à pencher sur la façon de mutualiser cette infrastructure qui est importante. Pendant longtemps, il y a certains projets qui n'ont pas pu voir le jour parce que le coût des infrastructures logistiques qui aident à acheminer les matières premières, en l'occurrence la bauxite, de la zone de production qui est la mine au port, à partir d'où on doit les exporter à travers les bateaux à destination des clients. Oui. C'est ce qui était le plus coûteux, c'est ce qui rendait compliqué la viabilité des projets. Donc l'innovation dans le secteur, on a demandé à la CBG, aux acteurs, de voir comment cette infrastructure peut être mutualisée. C'est ce qui a été fait. Ça a abouti à la signature d'un accord, d'un contrat entre la CBG, qui est l'utilisateur historique, qui est le concessionnaire et qui reste l'opérateur, avec la compagnie Cobad, qui est une filiale de Rusal, qui exploite les plateaux de Djanjan, et la compagnie GAC, qui est une filiale de Mubadala, avec l'ANAIM, l'Agence nationale des infrastructures minières. On comprend que c'est des très grandes innovations, mais ce que nous constatons sur le terrain aujourd'hui, l'environnement est menacé. Qu'est-ce que vous faites pour minimiser les impacts environnementaux sociaux? Alors, si vous me permettez, je vais juste rapidement dire un dernier mot sur la mutualisation. Aujourd'hui, la mutualisation est une réalité. Depuis un an, le chemin de fer est utilisé par la compagnie Cobad. Les wagons de Cobad sont tractés par les locomotives de la CBG, qui est la compagnie opératrice de chemin de fer. Depuis 6 semaines également, c'est la même chose pour GAC aussi. GAC aussi, les wagons de GAC sont tractés de la mine de GAC au port de Kamsar par les locomotives. Mais maintenant, effectivement, les activités minières ont un impact effectivement sur l'environnement, et puis il y a un impact social aussi. C'est pour cela qu'il est demandé aux entreprises, avant de lancer un projet aux entreprises minières, aux projets miniers, de procéder à ce qu'on appelle une étude d'impact environnemental et social. L'objectif de cette étude, c'est de voir quels sont les impacts environnementaux qui sont créés par le projet, ainsi que les impacts sociaux, et voir dans quelle mesure on met en œuvre les moyens de mitigation pour éliminer ces impacts-là. Si on ne peut pas les éliminer, les réduire, et les impacts résiduels qui restent, on les compense. Monsieur le directeur général de la compagnie des bauxites de Guinée, Monsieur Souleymane Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie, tout le plaisir fut pour moi.
politique. La commission de suivi et évaluation du code de bonne conduite des partis politiques a tenu son assemblée générale ordinaire à Conakry. Il a été question de mettre sur pied une nouvelle équipe pour veiller au respect des engagements signés par les formations politiques. Yéné Yansani, reportage. Le code de bonne conduite est un document qui régit les principes du fonctionnement des partis politiques. Pour rendre effective son application, les partis politiques échangent pour harmoniser leurs points de vue. Les nouveaux membres du directoire comptent s'atteler à la coordination des activités politiques. Avant, il y avait un directoire, mais ce directoire-là, il y a eu la cohésion. Il y a eu la cohésion entre les membres de ce directoire. Il n'y a eu jamais de problème et qu'il y a la mouvance dedans, il y a l'opposition. Mais vous voyez l'harmonie même qui est entre les éléments de l'équipe. Donc c'est pour vous dire que s'il y a un problème, quel que soit le parti politique, nous ne sommes pas des gendarmes, mais nous avons les moyens de prévention. Nous avons les moyens de dénoncer. La commission de suivi du code de bonne conduite est un organisme de veille. Nous veillons à l'applicabilité et à l'application effective de ces recommandations, de ces articles, de ces textes qui existent dans ce code. Donc il est de notre devoir de veiller au bon respect de ces textes qui existent dans ce code. Ces échanges autour du processus démocratique de la Guinée devraient permettre une large vulgarisation des notions politiques dans le pays. L'initiative est soutenue par le NDI. La présente assemblée s'inscrit dans le cadre de la redevabilité du directoire vis-à-vis de l'ensemble des membres signataires du Code pour rendre compte des activités menées, mais aussi de la manière dont les ressources ont été gérées. Plus est, il est également question de revisiter le code de bonne conduite pour voir s'il y a des dispositions qui sont faiblement appliquées ou applicables afin de pouvoir les corriger et faire en sorte que le code soit davantage en phase avec les aspirations des partis politiques mais aussi du peuple guinéen. Des nouvelles activités sont attendues autour du dit code politique. L'idée est d'impliquer les populations et les acteurs à l'effort d'apaisement du climat politique en Guinée. Dans la perspective des prochaines élections, le groupe des observateurs G5 de l'accord politique interguinéen vient d'échanger avec la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Les deux partis entendent renforcer leur coopération pour l'organisation des élections libres et crédibles. Le groupe des 5, je le précise, est composé des États-Unis, de l'Union européenne, de l'Union africaine, de la CEDEAO et du Japon. Le reportage de Saïdouman Diallo dans nos prochaines éditions d'information. Et puis direction Zérékouré avec le lancement officiel ce jeudi de la campagne de distribution gratuite des moustiquaires imprégnés sous le slogan « Pas coupon, pas de moustiquaires ». Cette opération est pilotée par Catholic Relief Service. Elle coïncide cette année avec la journée mondiale de lutte contre le paludisme. Le reportage de Habib Cham, notre envoyé spécial dans de prochaines éditions d'information. Culture, la 11e édition des 72 heures du livre se tient au Centre culturel franco-guinéen. Un événement marqué par des dédicaces de livres. La Guinée, en quête de rupture de Boubacar Yassine Diallo, intéresse de nombreux lecteurs. Suivez le reportage de Mohamed Troakama. La Guinée en quête de rupture est la dernière publication du journaliste Boubacar Yassine Diallo. Une œuvre de 159 pages qui nous amène sur le parcours singulier de l'histoire de la Guinée. Ce grand reporter de la RTG témoigne de nombreux événements majeurs du pays, développe des questions qui constituent des grandes interrogations de la Guinée de 58 à nos jours. Des thèmes liés à la situation sociale, politique, économique et culturelle du pays. La Guinée en quête de rupture est une série de questionnements sur l'évolution politique de notre pays. Comme vous le savez, dans l'unité, les Guinéens ont voté non en 1958 pour rêver d'une Guinée dans laquelle chacun de ses fils pourrait s'épanouir. Les journalistes deviennent aujourd'hui, malgré eux, des écrivains, parce qu'ils couvrent des événements qui méritent des livres. Vous avez vu aujourd'hui en Europe, tout événement qu'un journaliste couvre est un livre. Les livres sortent au bout de la semaine. Donc je vous exhorte à écrire ce que vous vivez pour ne pas que notre histoire au moins soit altérée.
Ce livre, édité par l'Harmattan Guinée, séduit déjà nombreux amoureux de la lecture présente à la cérémonie de dédicace. Le parcours de 159 pages de documents laisse entrevoir l'audace et la vision de l'auteur. Aujourd'hui, avec le débat démocratique, il est évident que nous avons besoin de vérité sur notre histoire pour aider les générations montantes à mieux connaître cette histoire et à se préparer davantage à partir des leçons de notre histoire à construire un avenir durable, paisible et partagé pour l'ensemble des Guinéens. Et je voudrais donc vraiment le féliciter d'avoir écrit ce livre et exhorter tous ceux qui détiennent une part de notre histoire et ont été témoins ou acteurs des évolutions récentes de notre pays de se mettre à la tâche pour témoigner, parce que c'est cela qui va contribuer à reconstituer notre histoire et à nous éclairer sur les chemins de l'avenir. Baga, Vision d'Afrique de Marie-Yvonne Curtis est l'autre œuvre dédicacée en cette deuxième journée des 72 heures du livre à Conakry. Dans 54 pages, l'écrivaine nous parle des Nalou et l'Andouma. Je me suis spécialement intéressée à leur art, qui est très connu dans le monde entier, et notamment en France, où j'ai rencontré pour la première fois dans les années 90. Et c'est à partir de la découverte de ces objets, le grand serpent, l'animba, que j'ai décidé d'étudier un peu l'art de ces populations qui étaient très très secrets. J'avais aussi l'intention de rencontrer aussi les Landouma, qui sont dans la région de Bokeh et qui sont proches de ces populations. Mais il y avait d'autres chercheurs qui avaient commencé à étudier dans ce domaine. Mais vous avez raison aussi, les Bassari, les Konyagi sont très très intéressants. Et côté Guinée, ils n'ont pas été très étudiés. À l'image du cinéma au Burkina Faso, Photo au Mali, Massa en Côte d'Ivoire et Kora en Afrique du Sud, la Guinée ambitionne de devenir la capitale africaine du livre. On ne change pas de sujet. De nouveaux livres viennent d'être présentés aux étudiants et enseignants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Des livres édités par l'Harmattan Guinée. Ces œuvres littéraires sont écrites par les enseignants de cette université. Bakary Bamba Kondé. Deux nouveaux titres dans le monde du livre guinéen. Ce sont Relations foncières, pratiques paysannes et environnement dans le bassin versant de Bankala et Démocratie et éducation à la citoyenneté en Afrique. Des œuvres écrites par professeur Manga Keta et Dr Mamadou Bella Baldé. Ces œuvres traitent des sujets d'actualité, notamment l'environnement et la démocratie qui, de nos jours, préoccupent les populations mondiales. Les étudiants ont toujours écouté les professeurs en classe, mais les professeurs là n'ont fait que citer d'autres auteurs. Jamais ils se sont dit, allez dans tel livre que j'ai écrit, vous trouverez ça, vous trouverez ça, vous trouverez ça. Alors aujourd'hui, je suis très fier de dire que je peux recommander un livre à mes étudiants dans le cadre de leur formation. Moi, je n'ai fait que pérenniser aux œuvres de mon mari. Le premier livre, Relations foncières, pratiques paysannes et environnement, comporte 294 pages et 7 chapitres. Ici, l'auteur explique le peuplement ancien et la croissance démographique du bassin des Bankalan d'Ankankan, mais aussi fait la différence entre les types de conflits domaniaux. Quant au second, il est présenté à titre posthume et comprend 251 pages et 11 chapitres. Il résume la démocratie et l'éducation en Afrique, tout en martelant les difficultés de l'éducation citoyenne et la valeur morale de l'Africain. Ces deux œuvres sont d'excellents instruments de connaissance de notre pays. Le premier, parle du foncier, c'est une question, toute question entière, qui intéresse toutes les parties de la Guinée. L'autre, c'est l'éducation à la citoyenneté, à la démocratie, mais c'est très actuel. Je demande aux étudiants et aux enseignants de chercher à avoir les documents. Nous ferons un effort pour placer suffisamment de copies dans les bibliothèques. À l'occasion de cette cérémonie de présentation de ces deux œuvres littéraires aux étudiants et enseignants de l'université de Sonfonia, le recteur a promis de payer 60 livres dont 30 de chacun.
Dernier virage de cette édition, la campagne de soutien au Sili national continue sa tournée de collecte de fonds. La mission conduite par le général Mathurin Bangoa a fait un tour à la Sogiac, la Société guinéenne de pétrole, la Caisse nationale de sécurité sociale et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Compte rendu, Yara Yalo. L'accompagnement du Sili national ne fait pas défaut dans les départements publics et les structures privées. De la SOGEAC à la Société guinéenne de pétrole, SGP, en passant par la Caisse nationale de sécurité sociale, chaque responsable souhaite que son soutien encourage la génération actuelle de footballeurs seniors à écrire une nouvelle page de l'histoire du football guinéen. Je suis fier que la Guinée soit présente à cette Coupe d'Afrique. Aujourd'hui, mon souhait le plus ardent, ce que je veux pour la Guinée est que la Guinée joue cette année la finale et remporte pour la première fois la Coupe d'Afrique. À la Caisse nationale de sécurité sociale, tous les matins, du lundi au vendredi, à 8h pile, nous faisons monter le drapeau. Et nous inculquons dans l'esprit de chaque travailleur et chaque travailleuse de la Caisse que le drapeau prévaut sur nous et que beaucoup de Guinéens sont morts pour que nous, aujourd'hui, nous puissions être fiers de faire monter ces couleurs. Aujourd'hui, ce n'est qu'un départ, mais sachez que la Caisse nationale de sécurité sociale vous accompagnera jusqu'au bout. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le comité de soutien au Sili national bénéficie d'un chaleureux accueil. Les bureaux se sont vidés un moment pour l'équipe nationale de football. Vous êtes venus dans mon département qui soutient aussi entièrement le Sili national. Les bénédictions seront dites tout de suite. Et quand le Sili sera là-bas, les bénédictions vont continuer. Plus de 100 millions de francs guinéens sont collectés lors de ces 4e et 5e journées. La tournée va se poursuivre dans d'autres ministères et sociétés privées avant l'intérieur du pays. Voilà, c'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt. Le Fonds des Nations Unies pour la population